Allez, donc on passe à l'héritage en PHP. Donc, vous avez déjà vu l'héritage en langage de programmation Java. Vous avez utilisé le mot-clé extend. Et donc, on va aussi utiliser en PHP le mot-clé extend pour définir l'héritage en PHP. Alors, et donc, je vais commencer par vous présenter un certain nombre de situations qui concernent l'héritage et la dérivation. Première situation, supposons qu'on veuille gérer les ressources humaines d'un établissement universitaire. L'application à réaliser doit être en mesure de manipuler le personnel administratif, les enseignants et les élèves. Toutes les personnes ont un identificateur, un nom et un prénom. D'autres attributs peuvent être ajoutés en rapport avec le rôle de la personne. Un étudiant possède un niveau et une spécialité. Un prof défini par sa discipline. Un administratif est désigné par sa fonction administrative. Question, identifier les classes nécessaires. Donc, proposez-moi les classes à développer en profitant à bon escient du principe d'héritage, sachant que vous avez déjà vu l'héritage au langage de programmation Java. Alors, quelles sont les classes à développer? D'abord, est-ce qu'il y a des caractéristiques communes entre étudiants, profs et administratifs? Voilà, donc étudiants, profs et administratifs, ce sont des personnes. Donc, les personnes sont caractérisées par quoi? Par un identificateur, un nom et un prénom. Donc, toutes les personnes sont caractérisées par un identificateur, un nom et un prénom. Donc, c'est-à-dire, nous allons gérer les étudiants, les profs et les administratifs en tant que personnes grâce à l'utilisation d'une classe dans laquelle on va encapsuler l'ID, le nom et le prénom. Pour les autres attributs, ce sont des attributs spécifiques. Donc, il y a des attributs qui caractérisent un étudiant, et des attributs qui caractérisent un prof et des attributs qui caractérisent un administratif. Et donc, il y a la partie générale. On va donc la regrouper à l'intérieur de la classe personne et il y a la partie spécifique. Et donc, nous allons développer combien de classes? Personne comme classe mère, voilà, 4 classes. Donc, personne comme classe mère, classe étudiant comme classe dérivée, une classe qui hérite de la classe personne, prof qui hérite de la classe personne et administratif qui hérite de la classe personne. Donc, voilà l'hierarchie de classe. La classe personne caractérisée par l'ID, le nom, le prénom, étudiant au niveau spécialité, prof discipline, administratif, caractérisé par sa fonction. Alors, un étudiant est caractérisé par l'ID, le nom, le prénom, niveau et spécialité. Le prof est caractérisé par l'ID, le nom, le prénom et la discipline. L'administratif est caractérisé par l'ID, le nom, le prénom et la fonction. C'est-à-dire, lors de la création d'un objet de type étudiant, on doit d'abord le créer en tant que personne. Donc là, il faut profiter du constructeur de la classe mère, le constructeur de la classe personne pour créer la partie générale. Et puis, il faut construire la partie spécifique. La partie spécifique à l'intérieur du constructeur de la classe étudiant, ou bien celui du prof, si vous voulez créer un prof, ou bien celui de l'administratif, si vous voulez créer un administratif. La deuxième situation, une application de gestion de bibliothèque doit manipuler des documents de nature disparate, donc des documents de nature diverses, par exemple 10 livres et des dictionnaires. Tous les documents, donc les documents de façon générale, sont caractérisés par un titre. Les autres attributs varient selon la catégorie du document, donc en fonction du type du document. Il y a, d'après l'énoncé, 2 types. Document livre ou bien document dictionnaire. S'il s'agit d'un livre, il faut ajouter la propriété auteur et le nombre de pages. S'il s'agit d'un dictionnaire, il faut ajouter en plus du titre le nombre de définitions de mots qu'il contient. Donc, ce sont des caractéristiques spécifiques liées aux objets de type livre et aux objets de type dictionnaire, en plus de la partie, bien sûr, générale. Alors, quelles sont les classes à développer? La classe document, livre et dictionnaire. Et bien sûr, vous avez déjà réalisé un TP avec M. El Haddad, un TP qui concerne la gestion de bibliothèque. Vous avez développé la classe document, la classe livre et la classe dictionnaire, je pense, non? D'accord. Vous avez juste développé personne, prof, étudiant.
D'accord. Alors, définition du principe d'héritage. L'héritage est un mécanisme ou bien un principe qui permet de mettre en relation deux classes ayant des caractéristiques communes. Donc, la classe étudiant, la classe personne. Donc, étudiant et personne. Donc, personne est caractérisée par l'ID et le nom, et l'étudiant est caractérisé par l'ID, le nom et aussi la spécialité, par exemple. Et donc, on va regrouper tout ce qui est, donc toutes les caractéristiques communes à l'intérieur de la classe personne. Il y a aussi la classe, par exemple, enseignant, qui est caractérisée par l'ID, le nom et aussi la spécialité du prof ou bien la discipline du prof, ou bien donc peut-être son diplôme et ainsi de suite. Et donc, tout ce qui est général doit être défini à l'intérieur de la classe personne de façon générale. Alors, permet de mettre en relation deux classes ayant des caractéristiques communes, attributs et méthodes, en respectant une certaine hiérarchie. Donc, il offre la possibilité de créer une classe à partir d'une autre classe qui existe déjà. Donc, je crée la classe étudiant à partir de la classe personne. Je crée la classe enseignant à partir de la classe personne. Cela signifie que la nouvelle classe bénéficie des membres attributs. Donc, la nouvelle classe, la classe étudiant, bénéficie des attributs qui existent dans la classe personne. Et méthode de la classe de base avec la possibilité de définir ses propres propriétés. Donc, avec la possibilité d'ajouter des propriétés dans la classe, dans la sous-classe, dans la classe dérivée. Dans la classe étudiant, je peux ajouter d'autres attributs, par exemple le niveau de l'étudiant, peut-être la spécialité de l'étudiant et ainsi de suite. Alors, dans le but de modifier son comportement, c'est-à-dire modifier le comportement de la personne pour qu'il devienne étudiant, modifier le comportement de la personne pour qu'il devienne prof, modifier le comportement de la personne pour qu'il devienne administratif, modifier le comportement du document de façon générale pour qu'il devienne dictionnaire. Et donc là, il faut ajouter une propriété spécifique qui caractérise un dictionnaire, modifier son comportement pour qu'il devienne un livre. Alors, c'est-à-dire la spécialiser. Donc, je spécialise. Je descends. Document, je spécialise le document pour qu'il devienne livre. Je spécialise le dictionnaire je spécialise le document pour qu'il devienne dictionnaire et ainsi de suite. Un exemple ici, là c'est juste pour vous montrer la syntaxe. J'ai deux classes, la classe .xy et la classe .xyz. Dans la classe .xy, j'ai déclaré deux attributs. $x et $y, deux attributs privés. Alors, tout ce qui est privé ne sera pas accessible à l'intérieur de la classe dérivée. Donc, $x et $y ne seront pas accessibles à l'intérieur de la classe .xyz, même s'il y a l'héritage. Alors, ça, c'est le constructeur de la classe .xy pour initialiser $x et $y en utilisant les deux paramètres $x, $y. Alors, ça, c'est affiché pour l'affichage de la partie générale. Et puis, classe.xyz, extend.xy. Et donc, la classe.xyz hérite de la classe.xy. J'ai ajouté ici l'attribut $z. C'est-à-dire, la classe.xy est caractérisée par $x, $y et $z. Donc, on va profiter des deux attributs $x et $y grâce à l'héritage. Alors, ici, il y a un constructeur. Donc, le constructeur ici contient à deux paramètres. Le constructeur de la classe mère. Le constructeur de la classe dérivée a trois paramètres. Pourquoi trois paramètres? C'est pour construire un point x, y, z qui nécessite une valeur pour $x, une valeur pour $y et une valeur pour $z. $x et $y sont déclarés à l'intérieur de la classe mère. Et donc, on va utiliser le constructeur de la classe mère pour construire la partie générale, de l'objet. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons déclenché l'appel au constructeur de la classe mère via le mot-clé parents. En Java, vous avez utilisé quoi? Voilà, super. En PHP, on utilise le mot-clé parents. Parents, construct. Et donc, comme ça, on va déclencher l'appel au constructeur de la classe mère pour construire la partie générale. Et puis, $10z reçoit $x. Après, l'affichage. Public function
affiché. Affiché est déjà développé à l'intérieur de la classe mère. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redéfini la fonction affichée. C'est question de la redéfinition. Et donc, vous avez déjà vu la surdéfinition, c'est-à-dire la surcharge en Java, et aussi la redéfinition. Donc, la surdéfinition consiste à développer plusieurs méthodes à l'intérieur de la même classe, donc des méthodes qui portent le même nom, donc même signature. Donc, ou bien même nom. Je ne parle pas de la signature, mais même nom, à l'intérieur de la même classe. Mais pour la redéfinition, ça concerne bien sûr les classes dérivées. Donc, à l'intérieur de la classe dérivée, on modifie le comportement d'une méthode qui existe déjà dans la classe mère. Et bien sûr, vous devez garder la même signature. Garder la même signature de la méthode. C'est-à-dire même nombre de paramètres, même type de la fonction et ainsi de suite. Il ne faut pas modifier ni les types de paramètres, ni le nom de la fonction. Voilà. Il faut qu'ils soient identiques. Mais en ce qui concerne la surdéfinition, c'est la surcharge. Donc, vous devez juste utiliser le même nom. Et puis après, vous pouvez modifier le nombre de paramètres. Une fonction sans paramètres et l'autre avec un seul paramètre, la troisième avec deux paramètres et ainsi de suite. Et donc ici, l'appel à la fonction affichée de la classe mère via le mot-clé parents. En Java, vous avez utilisé super. Voilà. Et pour la création d'un objet, donc de l'appel reçoit new.xyz. Et donc là, on va déclencher l'appel au constructeur de la classe .xyz. Et ce constructeur va déclencher un appel au constructeur de la classe mère pour initialiser $x et $y. Et puis après, on va passer à l'initialisation de $z. Et puis après, donc l'appel à afficher. Afficher de quelle classe? De la classe mère ou de la classe fille? Ici. Afficher. De la classe fille. Ici, afficher de la classe fille n'existe pas. Elle va chercher afficher au niveau. Bien sûr, il va chercher afficher au niveau de la classe mère. Et donc ici, puisque $P référence à un objet de type .xyz. Donc automatiquement, l'appel sera à afficher de la classe .xyz. Si cette méthode n'existe pas, il va exécuter l'autre méthode, la méthode affichée de la classe mère. Alors, l'héritage favorise la mise en place d'une représentation hiérarchique de classe. Donc, plus on descend, voilà, vers le bas de la représentation, plus les classes sont spécialisées. C'est ce qu'on appelle ici spécialisation. Spécialiser la classe document pour avoir un livre. Spécialiser la classe document pour avoir un dictionnaire, et ainsi de suite. Au contraire, les classes situées en haut d'une hiérarchie sont génériques et n'ont seulement qu'un seul but, offrir des services aux classes dérivées. Offrir des services aux classes dérivées. Dans la classe mère, on regroupe un certain nombre d'attributs qui seront au service des classes dérivées. On développe un certain nombre de méthodes qui seront aussi au service des classes dérivées. Et donc, dans ce sens, je parle de la généralisation, c'est-à-dire du livre vers le document. Et donc, un livre est un document, un dictionnaire est un document, c'est-à-dire, généralement, les livres et les dictionnaires, ce sont des documents. Et c'est ce qu'on appelle ici généralisation. La classe mère appelée également classe de base, classe générale, parent, ancêtre, etc. La classe dérivée appelée aussi sous-classe, classe fille. Voilà. Il y a aussi d'autres appellations. Création de nouvelles classes à partir du modèle d'une classe existante. Ça, c'est le principe d'héritage. Voilà, le principe d'héritage consiste à créer une nouvelle classe à partir d'un modèle déjà défini, un modèle d'une classe qui existe déjà. Les objets de la nouvelle classe possèdent tous les attributs et méthodes de la classe mère. Les objets de la nouvelle classe bénéficient de toutes les méthodes de la classe mère ayant le niveau de protection, protected et public. Alors, tout ce qui est privé au niveau de la classe mère, c'est propre à la classe mère. Bien sûr. Mais tout ce qui est privé sera inaccessible à l'intérieur de la classe dérivée. Donc, si vous voulez accéder à un membre déclaré ou bien défini à l'intérieur de la classe mère, vous devez lui associer le niveau de protection protected ou bien public. Et donc, si vous voulez
empêcher l'accès de l'extérieur de la classe dérivée, vous devez utiliser le mot-clé protected au lieu de public. Et si vous voulez accéder de l'extérieur et aussi de l'intérieur de la classe dérivée, utilisez le mot-clé public. Alors, la nouvelle classe peut proposer de nouveaux attributs et de nouvelles méthodes ou spécialiser des méthodes de la classe mère. Et donc, afficher est une méthode qui est créée à l'intérieur de la classe mère et il est spécialisé à l'intérieur de la classe livre, à l'intérieur de la classe dictionnaire. La même chose, donc, il y a la méthode calcul du salaire. Et je parle, par exemple, d'un technicien et d'un ingénieur. Et on a, par exemple, personnel, voilà, la classe personnelle. À l'intérieur de la classe personnelle, je peux créer une méthode de calcul du salaire et je peux la redéfinir à l'intérieur des deux classes. Voilà, là, c'est-à-dire je spécialise la méthode pour calculer le salaire qui concerne le technicien et le salaire qui concerne l'ingénieur. Donc, ça, c'est un exemple de l'hierarchie de classe. Ici, il y a la classe personne. La classe personne est une classe abstraite. Et vous avez déjà créé des classes abstraites. Vous avez déjà créé des classes abstraites. Voilà. Classe abstraite. Étudiant. Personnel est une classe abstraite. À l'intérieur de personnel, il y a calculer salaire. Calculer salaire est une méthode abstraite. Et donc, pour les méthodes abstraites, on ne développe pas, on ne définit pas le corps. Juste, on déclare la méthode. Par exemple, abstract function test, entre parenthèses, point virgule. Sans corps. Il y a la classe enseignant, la classe directeur et la classe administrative. Donc, enseignant hérite de personnel, directeur hérite de personnel, administratif hérite de personnel. Et donc, calcul des salaires existe dans la classe administrative, existe dans la classe directeur et existe aussi dans la classe enseignant. C'est-à-dire, on va la redéfinir, on va l'implémenter puisqu'il est abstrait. Donc, ici, au niveau de la classe personnelle, cette méthode est abstraite. Et donc, puisqu'il est abstrait, on doit obligatoirement implémenter cette dernière à l'intérieur des classes dérivées. Donc, l'implémentation de toutes les méthodes abstraites est obligatoire à l'intérieur des classes dérivées. Donc, bien sûr, après, on va voir des exemples. On passe à l'abstraction de classe. Méthodes abstraites, c'est-à-dire des méthodes qui ne sont pas implémentées. On va juste les déclarer. Méthodes abstraites, ces méthodes doivent être protected ou bien public. Pourquoi? Donc, méthode abstraite, déclarée à l'intérieur de la classe mère. Parce qu'on va les implémenter à l'intérieur des classes dérivées. Et donc, si la méthode abstraite est privée, on ne peut pas l'implémenter à l'intérieur des classes dérivées. Donc, il faut qu'elle soit protected, soit public, obligatoirement. Toute classe contenant une méthode abstraite doit être définie abstraite. Donc, toute classe qui contient une méthode abstraite doit être définie abstraite, obligatoirement. On ne peut pas créer des objets d'une classe abstraite. Ça, vous le savez déjà. On ne peut pas créer des objets d'une classe abstraite. Donc, interdiction de créer une instance d'une classe abstraite. Il faut une implémentation de toutes les méthodes abstraites d'une classe dans la classe dérivée. Donc, toutes les méthodes abstraites doivent être implémentées à l'intérieur des classes dérivées. Ça, c'est obligatoire. Un exemple. Abstract classe personnelle. Ici, j'ai déclaré 4 attributs et puis le constructeur pour initialiser le code, le nom et le salaire. Et puis, abstract function, calculer salaire. Donc, ça, c'est la syntaxe pour la déclaration des méthodes abstraites. Abstract, function, calculer salaire et donc directement point virgule. Est-ce que vous avez déjà vu la version orientée objet de C++? Vous avez créé des classes en C++. Vous avez défini des fonctions virtuelles pures. Donc, il y a des fonctions virtuelles pures en C++. Vous avez affecté un 0 à la fonction virtuelle pure.
Bien sûr, en Java, il n'y a pas des fonctions virtuelles. Voilà. Et donc, alors, classe administrative ici, extend personnel. Private dollar prime. Public function construct, donc dollar code, dollar nom, dollar salaire, dollar prime. Prime. Et donc, là, on va déclencher l'appel au constructeur de la classe mère pour initialiser la partie générale, le code, le nom et le salaire, et puis l'initialisation de l'attribut prime à l'intérieur du constructeur de la classe administrative. Et puis l'implémentation de calcul du salaire, c'est ce qu'on appelle ici la redéfinition de la méthode. Et donc là, il faut bien sûr, puisqu'on cherche à implémenter, vous devez utiliser le même nom de la méthode. Parce que c'est question de l'implémentation, de la définition des corps de la méthode. Et donc ici, return parents, get salaire plus $10 prime. Alors, get salaire est une méthode. Cette méthode n'est pas développée. La méthode getSalaire n'est pas développée. Normalement, on doit la développer à l'intérieur de la classe administrative. Voilà. Et donc, return. Ou bien, voilà, getSalaire à l'intérieur, non. getSalaire à l'intérieur de la classe personnelle. Puisqu'il y a parents. Donc, parents, getSalaire. Parce que pour chaque personnel, il y a un salaire. Et l'administratif a une prime. Et donc, on ajoute la prime ici. Voilà. Et donc, et c'est tout. Donc, après, on va passer à l'exercice d'application. Donc, le TP1, écrivez un code PHP qui permet de gérer des rectangles et des carrés en profitant à bon escient du principe d'héritage. Écrivez un code PHP qui permet de gérer des rectangles et des carrés en profitant à bon escient du principe d'héritage. Et donc, essayez de développer les deux classes. Les méthodes à développer pour les deux classes sont la surface et le périmètre. La surface et le périmètre. Par quoi il est caractérisé le rectangle? Par la longueur et la largeur. Par quoi il est caractérisé le carré? Par ses quatre côtés. Voilà. Et donc, des côtés, voilà, donc quatre côtés de même taille. Alors, donc, je vous donne 5 minutes et on passe à la correction. Allez, on corrige, s'il vous plaît. On corrige. Donc, nouveau projet, PHP application. Alors, test héritage. Donc, projet test héritage. Next. Alors, ça c'est... voilà. Et finish. Donc, quelle est la classe mère ici? La classe mère. Et pourquoi vous avez ajouté la classe forme? Moi, je vous ai demandé de développer seulement les deux classes, la classe carré et la classe rectangle, en profitant. Donc, un carré est un cas particulier du rectangle. Un carré est un cas particulier du rectangle. Et donc, on va développer d'abord la classe rectangle et puis après la classe carré. La classe rectangle, puis après la classe carré. Alors, nouveau PHP classe. Classe rectangle. Quelles sont les caractéristiques des objets de type rectangle? Voilà. Donc, private, dollar largeur, virgule, dollar longueur. Virgule, dollar longueur.
Et puis, un constructeur. Donc, insert code, constructeur. OK. Et puis, nous allons développer les deux méthodes, surface et périmètre. Public function, surface. Pour les getters, ce n'est pas la peine de laisser ça. Donc, l'essentiel pour moi, c'est la surface et le périmètre. Oui. Alors, surface. Et donc, retourne quoi? $10 longueur fois $10 largeur. Et puis, la méthode périmètre. Public function périmètre. Donc, public function périmètre. Alors, retourne $10 longueur plus $10 largeur multiplié par 2. Et vous pouvez, si vous voulez, développer la méthode toString qui permet d'afficher un objet, qui permet d'afficher, de retourner la description d'un objet. Et donc, insert code. Alors, override. Et donc, je vais sélectionner toString ici. OK. Et donc, public function toString retourne $10 ou bien longueur. Alors, longueur, 2 points, point, $10, longueur, point. Alors, BR, largeur, 2 points, point, $10, largeur. Voilà. Alors, on développe maintenant la classe carré. Donc, nouveau, PHP classe carré. La classe carré est une classe qui hérite de la classe rectangle et donc include rectangle.php. Et puis ici, extend rectangle. Alors pour les attributs, ce n'est pas la peine. On n'aura pas besoin d'attributs. Donc directement le constructeur. Public function construct. Alors construct. Et donc le constructeur, pour le constructeur de la classe carré, on aura besoin de quoi? Seulement du côté, $côté. $côté. On aura besoin seulement du côté. Donc, $côté. Et ici, d'après la définition, un carré est un cas particulier du rectangle. C'est-à-dire, il a 4 côtés de même longueur. Et donc, puisque les 4 côtés ont une même longueur, on va transférer au constructeur de la classe mère $côté, $côté. $côté. Voilà, ça c'est pour le constructeur. Alors pour la surface, est-ce qu'on est obligé de redéfinir la méthode surface? Non. Est-ce qu'on est obligé de redéfinir la méthode périmètre? Non. Donc on va profiter de périmètre et de surface de la classe mère.
Et ça, c'est parmi, bien sûr, les avantages de l'héritage. C'est que la classe fille peut profiter des services offerts par la classe mère. Allons à index. Include carré.php. Donc, rectangle, je vais créer un rectangle. Rectangle, alors, $R reçoit new rectangle. New rectangle. Il y a la longueur et la largeur. Et donc, allons à la description. Donc, d'abord la largeur, puis la longueur. La largeur, par exemple 5, la longueur 6 ou bien 8. Alors, écho, la surface et du rectangle point $R surface alors et puis BR le périmètre du rectangle et périmètre. Directement écho $R. Directement. Écho $R. Alors, écho $R. Donc, point BR. Alors, on passe à la vérification. Et donc ici, test héritage. Alors, il dit quoi ici? $largeur au niveau de la ligne 23, la classe rectangle. La classe rectangle. La ligne 23. Ici, $large. Voilà, large. On vérifie maintenant. Et voilà, donc longueur 8, largeur 5. Ça, c'est quoi? La classe carré. Et donc, un carré est caractérisé par 4 côtés normalement. Ce n'est pas la peine. Là, c'est un paramètre. Regardez. C'est un paramètre. Là, c'est un paramètre. Ce n'est pas la peine de déclarer ici le côté. Voilà. Là, ce n'est pas la peine. Donc, normalement, on va profiter du constructeur de la classe mère. Voilà. Voilà. On ne va rien initialiser à l'intérieur du constructeur de la classe carré. Et voilà. Donc, ça, c'est le résultat d'exécution. Ça, c'est l'affichage en profitant de toString. L'affichage des informations sur le rectangle est créé en profitant de toString. Écho $R de l'objet créé. Et ça, c'est la surface. Ça, c'est le périmètre. Et donc, si vous voulez créer un carré aussi, donc juste après, écho BR. Alors, BR. Et donc, je vais créer un carré. Un carré, par exemple, qui a un côté de 8 mètres, par exemple.
Donc, il y a des côtés de 8 mètres. Et puis, donc, écho la surface. Donc, je vais prendre les deux instructions qui permettent l'affichage de la surface et du périmètre. Donc, je vais remplacer rectangle par carré. Ici, carré. On fait un test. Donc, ici, par exemple, $C. On vérifie. Voilà. Donc, la surface du carré est de 64 mètres carrés. Le périmètre du carré est de 32. Et voilà. Avez-vous des questions?